c'est pas facile de passer après le général de Gaulle. Mais il va y arriver, je suis sûr qu'il va y arriver. Ah, ben ça, c'est une autre histoire, c'est sûr aussi. Voilà. Avec Dany, c'est une longue histoire. Ça n'a pas commencé d'hier, hein, je te le dis. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, on est toujours ensemble, parce qu'on a réussi à, comment dire, à force de se frotter l'un contre l'autre, on s'est rodé. Pas érodé, mais rodé. Alors écoute, moi je vais toujours commencer par... j'essaye à chaque fois maintenant de proposer une phrase de réflexion qui synthétise l'ensemble de la trame. Et j'ai choisi celle-là. Et réfléchir, c'est commencer à désobéir. Réfléchir, c'est lire. Donc réfléchir, lire, c'est commencer à désobéir. Ah, c'est gentil. Alors les médias, moi j'ai d'abord été chercher tout simplement, puisque j'ai intitulé mon truc « Médias, information, économie et politique ». Hein. J'ai d'abord été chercher la définition. Bon, c'est un nom masculin, très bien. Procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de documents ou de messages sonores ou audiovisuels, presse, cinéma, affiches, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication. On retrouve aussi médium ou médium au singulier et média non masculin invariable. Bon, une fois que tu as la définition, tu comprends qu'en fait, les médias, c'est un support. Et le support ne définit pas le message. Et je me suis dit quand même, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir d'où ça vient tout ça. Et en fait, dans l'histoire des médias commence par la révolution de l'imprimerie de Gutenberg en 1454. Et parce que auparavant, on va y venir, ça n'existait pas. Et donc cette personne a un lien d'ailleurs avec l'économie, puisqu'en fait, il développe un système technique qui peut permettre, en effet, de reproduire plus facilement les documents écrits, mais il s'associe avec un certain riche banquier, tiens, comme c'est curieux, le banquier Johann Fust, qui l'aide à financer son projet. Fust prête 800 florins, somme considérable pour l'époque, et 300 florins par an pour les frais généraux. Il devient de fait son associé. Mais en homme d'affaires avisé, Fust rédige un contrat particulièrement contraignant pour Gutenberg. En garantie d'hypothèque, Gutenberg devra engager sa presse et ses outils et réglera 6% d'intérêt lent. Donc tu vois, pour ceux qui considèrent que les médias sont indépendants des logiques financières, on voit que tout ça, finalement, revient de loin. 1454. Alors auparavant, comment ça se passait? Parce qu'en fait, ce que va produire Gutenberg, c'est le livre le plus important de l'époque, c'est la Bible. Et avant, c'est... Absolument. Non, c'est pire que ça. Auparavant, c'était les copistes. Et à l'époque, le seul livre susceptible de connaître un succès immédiat est la Bible, dont sa version en latin de Saint Jérôme, la Vulgate, livre qui demande environ 3 ans de travail à un moine copiste pour être entièrement recopié. Alors là, si vous permettez, je fais un clin d'œil. Je vous invite toutes et tous, si vous pouvez, à aller voir le film « Le nom de la rose », dans lequel vous avez cette représentation des moines copistes dans un prieuré. C'est absolument magnifique. Et on ne s'embête pas parce qu'en plus, c'est un film policier, mais où la thématique, si tu veux, de l'obscurantisme face à l'éclairage, si tu veux, de la connaissance par la lecture, devient quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est la trame de fond. Et alors, avec Sean Connery, qui est un acteur extraordinaire. Ouais. Sean Connery. James Bond. James Bond. Alors, je saute quelques étapes et nous arrivons en 1789, la Révolution. Et dans l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'on présente toujours la Révolution comme la guillotine, mais avant tout, ça a été un acte de création et de libération. Cet article 11 stipule:
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Un acte fondateur de la liberté d'opinion et d'expression vient d'être écrit. Et de plus, nous passons ainsi du droit oral coutumier, qui était le droit féodal, à un droit écrit, constitution, loi, et dans lequel chacun ne peut pas l'interpréter à sa manière. Dans le sillage de cette création révolutionnaire, naissent des journaux révolutionnaires, dont le fameux Le Vieux Cordelier, tenu par Marat, qui fut assassiné dans son bain. Passons, parce que j'aurais pu faire aussi la Révolution de 1830, de 1848, qui sont des répliques de la Révolution de 1789, et j'en viens à petite échelle. Oh, petite échelle. Disons, n'ayant pas eu les mêmes débouchés, mais ceux qui ont fait la Révolution à l'époque, ils en ont porté des traces indélébiles, je te le dis, sans compter les morts. Mais on saute à la Commune 1871, donc tu vois l'histoire, à partir de Gutenberg. Séparation de l'Église et de l'État, nous définit la Commune. Enseignement laïque, début d'instauration de la journée de 10 heures de travail, égalité femmes-hommes, prémisse de l'autogestion, etc. En quelques semaines, la Commune a lancé un train de réforme inédite pour l'époque. Certaines plus tard sont devenues l'alpha et l'oméga de la République. La Commune a généré tout un système social et sociétal dont plus tard les républiques qui suivent vont s'inspirer et appliquer. J'ai dit enseignement laïque, et que fait la Troisième République ? 1880, c'est-à-dire par rapport à 1871, tu vois, quelques 10 ans plus tard. Les lois Jules Ferry sont une paire de lois sur l'école primaire en France, votées en 1880-1882 sous la Troisième République, qui rendent l'école gratuite, l'instruction primaire obligatoire, et participent à laïciser l'enseignement public. Observe qu'aujourd'hui, avec l'école privée, confessionnelle de plus à 90% catholique, eh ben, on est revenu sur ces lois de 1881. Et pourquoi c'est important par rapport aux médias ? Pourquoi Gutenberg s'est trouvé confronté à un échec ? C'est qu'en fait, les gens ne savaient pas lire. Donc comment produire des documents qui, de toute façon, ne seront pas achetés du fait que les gens ne savent pas lire. Et en fait, c'est donc bien par l'instruction publique obligatoire et gratuite qu'apprenant à lire, alors, les médias ont pu se diffuser jusqu'à donner, dans la Troisième République toujours, au moment du scandale de l'affaire Dreyfus, je vous rappelle que c'était un capitaine juif dénoncé comme traître et qui, dans la réalité, ne l'était pas du tout, le fameux « j'accuse » d'un certain Émile Zola. Finalement, à l'époque, l'Aurore était le premier journal islamo-gauchiste. Bon, ça n'existait pas à l'époque. On pourrait dire judéo-bolchevique, mais ça n'existait toujours pas encore, parce qu'il fallait attendre 1917. Mais en tout cas, c'était un journal judéo-républicain. Et ça, c'était la réalité. Et il était considéré comme étant d'extrême gauche. Rappelons que je crois savoir que l'Aurore n'existe plus, mais en fait, c'est parce qu'il a fusionné avec un journal qui s'appelle aujourd'hui Le Figaro, dont le sous-titre est « Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres ». Tu parles comme si les faits sont sacrés. Passons à 1914 et l'Humanité, journal créé par Jaurès, et Jaurès est assassiné. En annonçant cette phrase magnifique, désespérante de réalité, le capitalisme portant lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. On a l'impression de se retrouver aujourd'hui. Voilà. Et alors, tu as raison de dire journal socialiste, parce à cette époque, c'était la SFIO, mais au moment du congrès de Tours de 1920, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, prenant acte de la trahison de la SFIO,
La SFIO, dans sa majorité, devient SFIC, section française de l'Internationale communiste, et l'Humanité, qui était dans la mouvance majoritaire, devient communiste. C'est pour ça que l'Humanité est devenue le journal du Parti communiste français. On tombe sur Lénine qui nous fait le SMS le plus court et le plus connu au monde, la paix du pain, car c'est autour de ce SMS que la révolution bolchevique enfin a eu lieu. Je parle de la révolution de 1944. Alors vous savez que pour moi, parce que tout le monde dit insurrection nationale, résistance et tout, et pour moi, c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que l'insurrection nationale s'est faite autour d'un programme, le programme des Jours heureux, et donc c'était bien une révolution politique qui a mis à bas le régime de Vichy. Et dans cette révolution, vu qu'il y avait pendant la résistance une opposition entre les journaux de la résistance, et puis les journaux de la domination du régime de Vichy, il y a un certain nombre d'ordonnances sur la liberté de presse prises à la Libération, visant à organiser un nouveau système médiatique garantissant la liberté d'expression et un pluralisme de la presse. Et d'ailleurs, l'un des objectifs de ce dispositif est de lutter contre la concentration des entreprises de presse. Elle précise qu'il n'est pas possible pour un même patron de presse d'être aux commandes de plusieurs titres et d'exercer une fonction extérieure. Dans une économie française alors marquée par la pénurie, la concentration verticale de la production de papier à la distribution des journaux est proscrite. Peu après sera créée l'agence France Presse pour donner à tous les journaux, petits ou grands, l'accès à l'actualité mondiale, et la Société professionnelle des papiers de presse qui vient remplacer le Comité des papiers de presse créé en 1936 et accusé de jouer le rôle de trust. On vient à une conférence qui s'est déroulée en 2019, l'économie dans les médias, pourquoi, comment, pour qui, où l'on voit à quel point donc l'articulation économie et médias est extrêmement importante. Dans les entreprises, l'investissement en communication est de 46,2 milliards. Rappelons-nous que de 1946 à, grosso modo, fin des années 70, début des années 80, les syndicats, enfin en particulier la CGT qui domine le monde syndical à l'époque, créent ce qu'on appelle des journaux syndicaux d'entreprise. Et que ce sont ces journaux syndicats d'entreprise qui vont donner la parole, qui vont diffuser la parole ouvrière. À l'époque, d'ailleurs, dans les organisations syndicales, tu sais comment ça s'appelait, le délégué qui s'occupait de ça ? Le délégué à la propagande. Parce qu'il fallait résister à la propagande du système. Donc on nommait un délégué à la propagande. Bon, tout ça a disparu. Mais par contre, les journaux d'entreprise, qui eux avaient les moyens de faire des papiers glacés, se sont mis à concurrencer la parole ouvrière à l'intérieur des entreprises, parce que les journaux syndicaux te donnaient tout. Ils te donnaient l'évolution salariale, la situation d'entreprise, le comité d'entreprise, etc., et les droits, etc., etc. On assiste avec la montée de l'audiovisuel à une baisse de la lecture, et ça c'est une catastrophe, on y reviendra à la fin par une petite poésie. Et là, je voulais vous parler, grâce au monde diplomatique, qui tient chaque année à jour la planisphère des médias. Ça va. Et alors là, je ne te dis pas la map monde sur laquelle tu tombes parce que tu n'y reconnais pas. C'est pire que les tunnels souterrains du Hamas à Gaza. Pour dire les ramifications entre la presse et les logiques financières. Mais je suis tombé sur un tableau qui est très intéressant, où on a Vincent Bolloré, quand même une sacrée fortune, qui possède Canal+, CNews, Direct 8, Direct Matin. Europe 1. Et Europe 1. Patrick Dailly, qui possède Libération, L'Express, BMTV, RMC. Serge Dassault, qui possède Le Figaro, donc, et plus l'Aurore, mais l'Aurore a été intégrée au Figaro. Bernard Arnault, qui possède Les Échos, Le Parisien. Martin Bouygues, qui possède TF1, LCI, NTV et TMC. Arnaud Lagardère, qui possède 2 points, Europe 1
BFM, MCM, Match, et Xavier Niel qui possède Observateur, Le Monde, j'arrive pas à lire, et les décodeurs. Et rajoutons, puisque je crois que c'est une de ses nouvelles possessions, non, c'est pas Xavier Niel, c'en est un autre, on y reviendra. Et alors j'ai mis en dessous quelque chose d'absolument extraordinaire. Patrick Lelay, qui est l'ancien patron de TF1, je ne sais pas s'il est toujours, veut que la pub imprègne l'esprit. C'était l'époque où il disait qu'il voulait que les gens regardent des pubs et qu'ils soient coupés par des films. Mon métier, c'est de vendre à Coca-Cola des cerveaux disponibles. Voilà. Merci. Et il a réussi. Et il a réussi, mais c'est clair. J'ai un graphique sur les plus grands groupes de médias dans le monde où tu découvres que les 7 premiers sont américains, avec en tête d'affiche un truc qui s'appelle Alphabet Incorporation, 82 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les répartitions de recettes, tu en as parlé tout à l'heure, donc la presse c'est 24% et la télévision c'est 25%. Tombons sur la réalité des médias en France, parce que finalement les Français sont moins bêtes que ce qu'on croit, puisque les Français ne sont que 30% à faire confiance en médias. Et le classement mondial de la liberté de la presse en 2019, fait par Reporters sans frontières, situe la France en 32e position. Donc c'est te dire le niveau de la liberté de la presse. Ben non, mais il suffit d'écouter. Enfin, moi j'écoute tous les jours. Je te dis, je suis écœuré, quoi. Écœuré. Alors, sur le classement mondial, c'est quand même sur à peu près 200 pays. Certains ne sont pas représentés dans ce classement, tels l'URSS, l'Amérique, etc. L'URSS n'existe plus. Ils ne sont pas représentés, pardon. L'URSS, ça n'existe plus. La Russie. Non, c'est la Russie, si tu veux. Bon, mais ça n'a pas d'importance. Et les pays les plus favorables à la presse sont les pays, la Norvège, la Suède, etc. Voilà. Bon, on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin, je n'ai pas très bien compris pourquoi ils étaient en avance. Et la France se situe effectivement aux alentours de la 30e place aujourd'hui, ce qui n'est pas flatteur et ce qui relate ce que tu disais avant, que toute la presse est prise par quelques poignées de personnes. Et donc, évidemment, il n'y a pas de diversité. Non, c'est surtout une oligarchie financière qui maîtrise, puisque je crois que c'est 9 milliardaires qui possèdent. L'oligarchie, elle y est dans pratiquement tous les pays du monde, en fait, d'une façon directe ou indirecte. Et la prise et l'importance des médias, tout le monde l'a compris, quel que soit le bord. Oui, il a raison, parce qu'il tient les médias, tient l'opinion. Voilà. Ah oui, parce que... Ah, oui. Non, Il n'est pas d'accord. non, parce qu'une démocratie, c'est 3 pouvoirs, pas 4. Ouais, mais alors tu en as un 5e qui s'appelle la monnaie, puisque tu as la BCE qui est une institution financière indépendante. Donc, en fait, pour moi, nous sommes en dictature financière, de marché et médiatique. Les médias étant au service du système financier. Et ça explique que 9 milliardaires possèdent 90% des médias dominants. Et de fait, c'est pour ça que si tu veux, tu entends toujours la même logique, la même philosophie, la même politique et les mêmes refrains sur les médias dominants. Et alors, pourquoi la France, c'est une bonne question, pourquoi la France est 32e, moi je vais te le dire. Parce que la France est considérée comme un pays dangereux, pas sûr. C'était dit déjà par les Américains en 1945 du fait que le Parti communiste pesait 30%. Bon, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que la logique de lutte de classe, qui est une philosophie, si tu veux, de la compréhension du monde, pas autre chose, est toujours présente dans notre pays. Et que c'est ça qu'il faut combattre. Et c'est pour ça que les capitalistes qui s'occupent des médias sont d'accord pour perdre de l'argent, car ils perdent de l'argent dans la maîtrise des médias. Alors que leur rôle, c'est de faire de l'argent. Mais donc, ils sont prêts à perdre de l'argent pour la domination des médias, pour que le message répété soit toujours le même et soit la confirmation du système. Et pression sur les politiques. Et pression sur les politiques. Je veux dire, je veux pas être méchant, je vais faire une comparaison très rapide. Hein. Mais tu prends n'importe quel journaliste des médias dominants. Tu fais un interview de Bardella, au hasard, il ne sera pas coupé.
fait le même interview de Mélenchon, il sera systématiquement coupé. C'est comme ça. C'est pas une invention de Fabrice Aubert. Il suffit de regarder. Bon. Et c'est pas une question de défendre Mélenchon ou de le faire promouvoir. C'est une réalité matérielle. Il est tout à fait vrai ce que tu dis. Et c'est vrai aussi que quand les tendances de certains gouvernements sont dans l'autre sens, c'est la même chose et dans l'autre sens également. Donc je pense que, en fait, les pauvres gens, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils soient de quelque frontière que ce soit, sont manipulés à gauche comme à droite, et ils devraient bien lire et apprendre à critiquer et à se révolter. On va y venir. Et quel que soit le bord. Voilà. Alors, pour sortir de tout esprit partisan, il y a eu une péripétie extrêmement intéressante à la Provence. Et là, on ne peut pas dire que la Provence, c'est un journal de droite ou de gauche. Ce n'est pas un journal d'opinion. Et quand le rédacteur en chef fait une première page avec qui n'avait rien enfin qui était assez factuel sur la venue de Macron pour lutter contre les trafics de drogue, celui-ci à Marseille, celui-ci se trouve mis à pied. Pour avoir osé afficher, il est parti, et nous on est toujours là, donnant la parole à des trafiquants de drogue. Et mise à pied avant la procédure de licenciement, avant l'entretien préalable de licenciement. Tu as raison, c'est clair. Là, comment la décision s'est faite? Bon, qui est propriétaire de la Provence? Rodolphe Saadé. Quelle relation particulière a Rodolphe Saadé avec Emmanuel Macron? Et là, on voit comment la chaîne de décision descend d'Emmanuel Macron, Rodolphe Saadé et le rédac-chef de la Provence. Ça, il ne s'agit pas d'être de droite ou de gauche, mais il s'agit de... Non, mais il s'agit simplement de savoir que la presse est dirigée par des pouvoirs quels qu'ils soient et que ça descend dans tous les sens, évidemment. Voilà, c'est clair. Et l'exemple est là, dans ce cas de figure. On pourrait en prendre bien d'autres ailleurs. Tu sais, finalement, il faudrait souhaiter pour les lecteurs et pour nous que tous les jours soient des 1er avril. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que c'est le seul jour où les gens vérifient les informations avant de les croire. Voilà, Trump, il a démissionné à 1er avril. Alors, faut-il le croire? Ah voilà, celle-là, elle est bonne. Parce que j'ai essayé de vous montrer des exemples de manipulation de l'information. Par exemple, tu as Nicolas Framont qui montre ceci. Qui dit ceci: la nouvelle mode des rédactions, quand un sondage ne donne pas les résultats espérés, c'est d'inverser leur présentation. Et ça, c'est malin. La réalité est donc 4 fonctionnaires sur 5 ne sont pas prêts à faire plus d'heures. Et comment France Info traite l'info? Un fonctionnaire sur 5 prêt à faire plus d'heures pour augmenter ses revenus. Tu vois comment tu inverses la réalité. Après, pour montrer la collusion entre les médias, les milliardaires et la logique familiale, qu'on pourrait presque qualifier d'ancien régime, de sang bleu, Benjamin Duhamel, journaliste politique chez BFM TV, tout s'explique. Oncle Alain Duhamel, mère Nathalie Saint-Cric, père ex-PDG de France Télévisions, et tu rajoutes Amélie Oudéra-Castéra, qui a dit d'ailleurs, phrase magnifique quand même pour l'intelligence neuronale, les SDF devront rentrer chez eux pendant les Jeux Olympiques. C'est magnifique. C'est la moindre des choses. Là, elle a fait fort. Hein. Et donc, 2 minutes. En ce moment, sur tous les plateaux de télé, tu as des gens qui gagnent 10 000 € par mois, qui discutent de comment expliquer aux gens qui en gagnent 1 000 qu'ils vont devoir accepter de faire des sacrifices. Enfin, je veux à tout prix terminer par ma poésie. On n'aura pas fait la pornographie, tant pis. Lire, c'est écrire sa liberté. Lire, c'est d'abord découvrir l'écriture d'autrui. Lire, c'est découvrir la pensée de l'auteur. Lire, c'est porter attention au poète fauteur. Lire, c'est participer à celui qui construit. Tu ne lis que pour découvrir ton impiété, dont les mots et les phrases sont insanité. Il n'y a pas plus révolutionnaire que la lecture, dont l'histoire est la profonde texture. Lire, c'est découvrir ta liberté. Lire, c'est aussi écrire sa liberté. Merci. Ça, c'est vraiment super. Merci à vous deux.